il y a, il y a deux aspects. Il y a l'aspect création de son. Je veux dire, l'informatique permet de créer des sons avec les synthétiseurs. Et comment dirais-je, quand on a introduit les synthétiseurs, on a dit « Ah, grâce à ça, grâce à l'informatique, vous pouvez créer tous les sons que vous voulez. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le créer. Et ça va vous donner une richesse de sons, de matière sonore extraordinaire. » Et c'est ça qui s'est avéré? Et c'est pas ça qui s'est avéré. Et qu'est-ce qui s'est avéré alors, Marcel? C'est très complexe parce que ce qui s'est avéré, c'est que on a été victime, enfin, c'est mon opinion, on a été victime des marchands, des fabricants. Et le fabricant, s'il veut vendre son matériel, s'il veut dire « Ah, grâce à ça, n'importe qui pourra faire de la musique, s'il fait tourner les boutons, etc. etc. » Il a fait des trucs très, très formatés, je vais dire, et surtout pas libres. Enfin, les premiers synthétiseurs étaient très libres, on pouvait faire ce qu'on voulait avec. Mais après, on nous a fourgué, si je peux dire, des synthétiseurs qui étaient préorganisés pour avoir tel son. Et puis surtout, on a dit, regardez comment on peut faire des violons avec ces synthétiseurs, regardez comment on peut faire de la belle flûte, etc. etc. Quel intérêt, puisqu'on avait des violons et des flûtes. Vous voyez, et donc il y a ce côté-là qui était... mercantile. Oui, ce côté mercantile qui bloque, et qui bloque encore maintenant. Mais enfin, disons qu'on pouvait faire des sons nouveaux. C'est vrai que l'informatique a permis surtout de traiter ces sons, de faire des trucs qu'on ne pouvait pas faire avant. Par exemple, un son, je le tiens, je prends un exemple très, très banal, très brutal. Un son, j'ouvre mon synthétiseur, ça fait tut. Tant que j'ai pas coupé l'électricité, ça fait tut. Il y a une trame. Si vous voulez, ça fait une trame à l'infini. C'est que évidemment, on ne peut pas faire avec un violon parce que quand on est arrivé au bout de l'archet, il faut revenir dans l'autre sens. Il faut se mettre à la place de celui qui crée l'archet. Ça s'entend quand on fait un aller-retour, etc. À la flûte, bon... même si on fait la respiration continue, c'est les nouvelles techniques là, qui viennent d'Orient. On le didgeridoo, ça existe depuis longtemps. Voilà. Bon, alors il y a cet aspect-là de l'informatique. L'autre aspect de l'informatique, c'est que c'est au niveau de la commande, de quand arrive le son, quand il s'arrête, comment on le superpose à un autre, etc. Et là, alors, si vous voulez, l'informatique permet de créer des mixages, non seulement des mixages, mais des organisations de sons. On peut dire, je vais tel son, après tel autre, à tel moment, etc., etc., avec effectivement une facilité qu'on n'a pas avec les instruments traditionnels. Et puis surtout qu'avec ça, on peut, quand ça ne vous plaît pas, on tourne le bouton un peu, puis jusqu'à ce que ça marche. Tandis que si vous avez un orchestre, ça coûte cher de dire excusez-moi. Évidemment. Il me faut 160 musiciens la semaine prochaine pour avoir un son différent. Oui, bon, enfin, tout ça, je veux dire, ça se mélange. Mais bon, c'est très intéressant quand même. Alors, la question aussi de l'informatique, c'est de savoir, la musique avec informatique, c'est de savoir si ça va remplacer la musique instrumentale traditionnelle.
Et ça c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Des fois, je me dis, historiquement, les instruments, les violons, etc., ça doit disparaître, comme les instruments du Moyen-Âge ont disparu. Hein, sauf quelques exemples qu'on refabrique ces trucs-là, etc. Donc, historiquement, le violon, la flûte, ça doit disparaître. Et au profit de l'informatique. Après quoi, je me dis quand même, si tout le monde fait de l'informatique avec les mêmes appareils, etc., les mêmes bidules, ça va être difficile d'exprimer sa personnalité, etc. Donc, et puis ces instruments dits traditionnels, quand même, bon, qui ont 2-3 siècles, hein, sont quand même pas mal, et c'est dommage de se dire qu'on va s'en séparer. Je ne sais pas quoi répondre. Bon, on va le laisser dans le silence. Ça, vous faites allusion à toutes les musiques que j'ai composées pour la compagnie de Dora Feylan. Entre autres, effectivement, avec la danse contemporaine. Là, le compositeur, il ne choisit pas. On lui dit, voilà, j'ai telle chorégraphie, j'ai demandé à tel peintre ou à tel photographe de me peindre un fond ou de me peindre des trucs que j'ai photographiés et que je mets en diapo. Je les passe comme ceci, comme cela, etc. À toi de faire ta musique. C'est le chorégraphe ou le metteur en scène si c'est du théâtre. Donc, ça vous a frustré ou est-ce que vous auriez aimé qu'on vous demande de choisir? Je ne trouve pas ça frustrant du tout. Non, c'est un problème, il faut résoudre un problème technique, il faut que la musique corresponde à la fois à la danse et au fond pictural, etc. Je veux dire que ça s'intègre d'une façon ou d'une autre, c'est tout. Quant à essayer de faire une œuvre vraiment collective, hein, je veux dire de créer en même temps l'image et le son, c'est très très difficile parce que on ne travaille pas à la même vitesse. J'ai fait ça avec Jacques Mandelbrust, là, qui est peintre. Ah, on va faire ceci, cela. 3 jours après, il me ramène 36 dessins. Mais 3 jours après, moi, j'ai pas fait 30 minutes de dessin, de musique. Hein, donc, il est le peintre, si je veux dire, toujours en avance dans une création collective. Alors là, maintenant, je suis dans un autre essai avec un informaticien. Et là, c'est encore autre chose. Oui, il avait fait, il est informaticien, il fait il trafique les images avec l'ordinateur et il est littéraire en même temps. Donc il a fait des textes littéraires, des images, etc. et tout un système. Et donc j'ai fait encore là aussi, c'est vrai, j'ai fait la musique après. Mais on s'aperçoit qu'on est obligé toujours de réajuster. De réajuster parce que l'ordinateur c'est un être épouvantable, je veux dire. Et, pof, ça arrive, hein, au centième de seconde près, puis ça bouge pas. Quand vous avez des danseurs sur scène, ça bouge, je veux dire, c'est pas grave, on peut être un petit peu en avance, un peu en retard, et de toute façon, on sait que d'une représentation à l'autre, il y a des aménagements, je veux dire, les gens qui sont sur scène, ils s'adaptent, puis s'ils font des bêtises, c'est pas grave, tandis qu'à l'ordinateur, il n'y a rien à faire. Donc il y a constamment des réajustements à faire. Et là maintenant, on est en train de terminer quelque chose, ça, qui s'appelle Passage, et on s'est dit maintenant, la prochaine œuvre, on va la faire vraiment ensemble. On va essayer de trouver un cadre
et on va avoir des références identiques, temporelles, visuelles, etc., etc., etc. On va faire cette tentative. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est très, très, très difficile. C'est un problème très, très complexe, d'autant plus que on s'aperçoit que une image, vous mettez un son dessus, hein, un son quelconque, hein, oui, un fond sonore, le spectateur ou auditeur réagit d'une telle façon, enfin perçoit cet ensemble d'une certaine façon. Vous changez le son, vous mettez un son très différent, on perçoit l'image d'une autre façon. Disons que, bon, je ne sais pas ce qu'en penserait Dora, hein, mais moi je réagis comme ça, c'est que la danse classique, elle marche sur une temporalité, comment dirais-je, quasi automatique. C'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je veux dire, le temps est fractionné d'une façon très régulière. Tandis que la musique électroacoustique, enfin, celle qui est un peu intéressante, qui fait pas, parce qu'on peut faire aussi 1, 2, 3 avec la musique électroacoustique, elle a un autre flux temporel, en dehors de cette pulsation régulière. C'est ça la grande différence. Et donc effectivement, la danse contemporaine est beaucoup plus adaptée à la musique électroacoustique, ou la musique électroacoustique est beaucoup plus adaptée, ou est beaucoup plus en concordance avec la façon d'être de la musique la danse contemporaine, qui elle ne marche pas avec 1, 2, 3, 1, 2, 3, qui marche avec du rythme, des changements de rythme, beaucoup de changements de rythme, des mélodies avec différentes, des courses, des choses irrégulières. C'est ça la différence, me semble-t-il. Bien. Un peu le thème de Baudelaire, ne pas être dans le monde, mais être ailleurs. Oui. Être décalé. Tout à fait. Donc, je crois qu'on en est tous là. Hein. Le monde est difficile, donc on peut faire créer quelque chose de meilleur. Ça chemine, et puis on n'a pas forcément le synthé sous la main, l'ordinateur ou le papier à musique pour écrire, etc. Donc on essaie d'engranger, de pas... puis de voir comment ça va continuer, puis etc. Donc, et alors si on vous dit, oh ben dis donc, tu veux pas faire la soupe, ah merde, j'ai oublié d'aller au marché acheter les pommes de terre. Non, grossièrement, c'est ça finalement. Oui, le musicien est un artiste. Tous les créateurs sont comme ça. Les peintres aussi, qui sont dans leur truc. Suivant leur technique, ils ne peuvent pas s'arrêter. Alors leur tube de peinture va sécher, ou leur pot de peinture va sécher, et comment ils vont reprendre. Il y a des moments où, oui, on devient insupportable vis-à-vis de l'entourage. C'est pas une bonne réponse? Non, c'est pas ça que j'attendais. C'est pas le souci, Marcel. Alors, qu'est-ce que c'est le message que vous voulez transmettre? C'est quoi vous voulez transmettre quoi comme message? C'est quoi dans votre musique? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire que vous ne pouvez pas dire avec des mots, que vous le dites dans une musique électroacoustique? Et qu'est-ce que c'est ce message? Disons très, très grossièrement,
hein, depuis la chorale populaire jusqu'à maintenant, ce qui me soucie quand même, c'est le sort de l'homme. Et je veux dire, et si possible, des rapports, je ne sais pas comment dire, hein, dans notre époque. Les relations humaines qu'on peut avoir les uns avec les autres, au présent, ou alors qu'on pourrait avoir dans le futur. Les plus calmes possibles. Après ça, à l'intérieur de ça, ben ça dépend des circonstances. Hein. Avec la chorale populaire, ça peut être aussi de créer des chants, on disait révolutionnaires. Donc ça a une certaine brutalité, si je peux dire. Enfin, ouais, oui, mais brutalité, c'est peut-être pas le mot, mais enfin quand même. Une revendication. Oui, c'est une certaine allure comme ça. D'autres moments, c'est la tendresse, et donc c'est tout à fait autre chose. Et d'autres moments, là, la dernière chose importante que j'ai faite, là, qui s'appelait « Je n'ai pas le temps », c'est un truc pour voix, hein, pour soprano, violon, violoncelle et piano, sur un texte dit Testament de Évariste Galois. Galois, c'était un mathématicien du milieu du XIXe siècle et qui était un être extraordinaire, qui est considéré comme un des fondateurs des mathématiques modernes. Mais, humainement, c'était un révolutionnaire, si l'on peut dire. En tout cas, il était républicain au moment où il fallait être royaliste. D'accord ? Et donc, il a été entraîné dans une sale histoire, et donc on l'a provoqué en duel, sous des faux prétextes, et il ne savait pas tenir un pistolet, et il savait qu'il allait donc... Et à cette époque-là, on ne pouvait pas refuser. L'honneur voulait qu'on ne refuse pas, que l'on ne refusa point un duel. Et donc il savait qu'il allait mourir le lendemain matin. Et pendant toute la nuit précédente, il a écrit, aussi bien des formules mathématiques, enfin je veux dire, de ces théories mathématiques contemporaines et novatrices de son époque. Et ces notes, si vous voulez, techniques, sont, comment dirais-je, pas raturées, mais sont marquées par « et vive la République », et etc., et la République, une, indivisible, etc., etc., et je veux dire des manifestations d'assurance politique, si vous voulez. Bon, alors j'ai écrit un truc qui dure 1 heure là-dessus, avec des textes d'Évariste Galois, et puis pour accentuer les côtés, si vous voulez, politiques, j'ai pris des textes de Victor Hugo, et des textes que cet homme Galois pouvait connaître, je veux dire des textes qui ont été écrits juste 1 ou 2 ans avant cet événement, avant ce duel, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Heine aussi, hein, Heinrich Heine, qui était à Paris à cette époque-là et qui a aussi écrit des choses. Enfin bon, et d'autres poètes qui ont été en prison en même temps que lui, parce qu'il a été mis en prison d'abord, relâché, remis en prison, etc. Enfin bon, à cette époque-là, c'est toujours le problème des artistes qui sont engagés dans un temps, et effectivement, c'est toujours délicat. Donc, je veux dire... Alors, Marcel Frémiot, nous étions aujourd'hui le 7-1-08 et nous étions à Aix-en-Provence chez vous. On vous remercie beaucoup de l'accueil. Merci beaucoup, Marcel. Ça me fait avec plaisir. À bientôt.